Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être là. Merci à la librairie indépendante ici de nous accueillir. Merci à Fleur d'avoir accepté mon invitation pour qu'on partage ce moment. Et nos combats sont tellement dirigés dans le même sens et complémentaires que voilà, je trouvais chouette qu'on puisse échanger avec vous, mais aussi ensemble. À l'occasion du coup de la sortie de ton livre, Fleur, et puis de la sortie en poche du coup du livre qui a été donc les dangers de notre alimentation, qui est sorti il y a 1 an aux éditions Payot. Donc c'est le même mais en petit et avec une petite mise à jour, d'accord. Mais j'ai quand même voulu changer le titre et on va en parler parce que on avait envie qu'il y ait un titre beaucoup plus politique, puisque l'alimentation c'est politique. Notre colère commune, elle est politique aussi, et donc ça s'appelle maintenant la démocratie commence dans notre assiette. Est-ce que tu veux dire un tout petit mot pour commencer, puis après on lance le cadre? Non, moi je suis hyper contente d'être là, et j'espère que vous êtes tous bien installés. Et il y a une chaise en trop ici, donc quelqu'un peut la prendre pour s'asseoir, c'est toujours plus agréable. Et voilà, et puis on peut commencer quoi. Merci. Alors on s'est dit avec Fleur qu'effectivement, donc moi je suis Karine Jacquemart, ça fait plus de 20 ans que j'ai décidé de m'engager en association, donc d'abord avec Action contre la faim en 2002, pendant plusieurs années, notamment en Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est. Et puis j'ai rejoint Greenpeace International en Afrique, au moment où Greenpeace en 2009 ouvrait pour la première fois des bureaux en Afrique pour coordonner la campagne protection des forêts du bassin du Congo, mais aussi bien sûr des droits des populations. Parce que vous voyez, Action contre la faim, Greenpeace, et puis là, depuis plus de 10 ans, Foodwatch, c'est l'importance de lier le combat pour la justice environnementale, lié toujours avec la justice sociale, tous les droits étant liés, et c'est bien cette approche un peu systémique dont j'ai envie de vous parler. Et donc Foodwatch depuis 10 ans, qui connaît Foodwatch ici? Ok. On est un peu en terrain conquis. Donc voilà, donc juste pour vous redire, et peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est une association 100% indépendante, donc on est européen, ça a été créé en 2002 par l'ancien directeur international de Greenpeace après le scandale de la vache folle en Allemagne, et puis on essaime à l'échelle européenne. Pourquoi? Parce que 90% de la réglementation sur l'alimentation et l'agriculture sont à l'échelle européenne, et en France depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et on est 100% indépendant parce qu'on refuse toute subvention publique ou don d'entreprise. C'est vraiment les citoyens, les citoyennes qui, par les dons comme chacun peut, font que ça nous donne les moyens d'enquêter, d'agir, de dénoncer, pour faire changer les choses. Et pour, je vais le redire, mais le mandat, l'objectif ultime, c'est pour défendre le droit, car c'est un droit, et c'est ce sur quoi je voudrais insister pour qu'on reparte de ça, le droit de toutes et tous à une alimentation saine, choisie, durable, abordable, et aussi qui rémunère correctement les agriculteurs et agricultrices. Voilà, je vais y revenir, mais c'est bien toute cette équation qu'il faut prendre en compte. Alors pourquoi ce livre? Tout simplement parce que Foodwatch mène des enquêtes très régulièrement. Vous voyez les résultats de ces enquêtes dans les médias notamment. Et puis au fur et à mesure de dénoncer le manque de transparence, de dénoncer le marketing qui cible les enfants pour la malbouffe, de dénoncer les scandales alimentaires, de porter plainte contre Nestlé 3 fois et Lactalis 2 fois, entre autres. De faire tout ça, il est aussi apparu que, et là encore, tout est lié. Et que quand on regarde le sujet des pesticides ou qu'on regarde le sujet des contaminants, par exemple, dans l'alimentation, on voit qu'il y a un système en fait, qu'on nous impose, qui est bien organisé. Et c'est important, du coup, de le décrire aussi pour voir comment on peut le faire changer. Donc, voilà, je reverse les droits à l'association, mais le but du jeu, c'est de partager toutes ces informations collectées à travers les enquêtes de Foodwatch et au-delà, et aussi de redonner de l'espoir pour montrer qu'on peut agir à l'échelle citoyenne. Donc restez avec moi sur le constat, parce que derrière, on va vouloir se redonner de l'espoir et transformer notre colère en action. Donc je vous décris juste, en 15 minutes à peu près, le décor pour planter cette analyse. Et après, je serais ravie de passer aussi la parole à Fleur, qui va pouvoir raconter comment elle a envie de vous partager tout ça. Je commence par le système alimentaire. En fait, ce système, aujourd'hui, il est contrôlé par une petite minorité qui en profite, alors que c'est un système qui creuse les inégalités et qui détruit le vivant.
que ce soit du point de vue biodiversité ou du point de vue de la santé publique. Pourquoi je dis ça ? En fait, si on regarde, en France, on a un agriculteur, une agricultrice sur 6 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Tous les chiffres, tout ce que je vous raconte est absolument sourcé, documenté dans le livre et les enquêtes de Foodwatch. Et à l'autre bout de la chaîne, on a plus de 10 millions de personnes dans ce pays qui sont confrontées à une situation de précarité alimentaire. J'ai bien dit plus de 10 millions de personnes. C'est en fait beaucoup plus, ça c'est un vieux chiffre, mais évidemment, qui est intéressé de le mettre à jour ? Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux déjà comme constat n'importe où dans le monde, mais a fortiori dans un pays riche comme le pays qu'est la France, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Déjà, premier constat de l'impact de ce système. Un impact sur la santé publique, je vais laisser Fleur revenir là-dessus largement. Je veux juste mentionner que c'est l'Organisation mondiale de la santé qui parle d'une épidémie de maladies chroniques dont l'alimentation n'est certes pas la seule cause, mais une des causes principales reconnues par les scientifiques. Et ces maladies chroniques, ça va des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, évidemment des cancers sous différentes formes. Et non seulement ça a un coût humain évidemment colossal, qui est le premier impact qui nous intéresse et qu'on veut prévenir, mais ça a en plus, pour ceux qui sont férus de raisonnement économique, un impact économique absolument faramineux, puisqu'on parle de milliards de dollars. Donc si on prend un rapport qui est un rapport de différentes associations de l'année dernière, qui est disponible gratuitement sur les sites internet, qui s'appelle L'injuste prix de l'alimentation, ce rapport a chiffré à une vingtaine de milliards de dollars, du coup le coût sur la santé notamment de ce système agroalimentaire. Avec une autre méthodologie, mais ça nous donne un ordre de grandeur, la FAO, qui est une organisation des Nations Unies, a elle publié un rapport qui estime à l'échelle mondiale, et en France, ils estiment à 160 milliards d'euros les coûts directs et indirects du système agroalimentaire actuel, dont les 3/4 sur la santé. On se retrouve du coup avec des milliers de gens qui tombent malades alors que c'était évitable. Pourquoi je dis que c'était évitable ? Là encore, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Il y a beaucoup de solutions qui sont dans les problèmes de notre alimentation aujourd'hui. Dans les rayons, on trouve quoi ? D'abord un règne de la désinformation. C'est pour ça que Foodwatch a une campagne qui s'appelle Arnaque sur l'étiquette, par exemple. C'est pour ça qu'on se bat aussi pour qu'il y ait un Nutri-Score obligatoire à l'échelle européenne, qu'il y ait aussi de plus en plus de transparence sur les aliments ultra-transformés, etc. Mais au-delà de la question de transparence et du règne de désinformation, on se retrouve avec des produits dans nos rayons qui, en fait, n'ont rien à y faire parce qu'il y a énormément d'intrus. Des résidus de pesticides, des contaminants comme les huiles minérales qui sont des dérivés de pétrole. On aura une victoire à vous annoncer bientôt, mais il aura fallu 10 ans de campagne, plusieurs tests sur des produits dans plusieurs des pays où Foodwatch est présent. Donc des PFAS, vous avez aussi entendu parler du cadmium, et puis de l'hexane. Et la plupart de ces contaminants, en fait, on pourrait avoir des politiques publiques qui réduisent l'exposition de la population à ces substances qui présentent des risques pour la santé. Les plus faciles étant les additifs, comme les additifs à base de nitrite, qui pourraient être largement interdits, vu qu'en plus l'industrie, on le voit, c'est tout à fait faire des jambons sans ces additifs qui sont dangereux pour la santé. Vous le voyez dans les rayons des supermarchés, n'est-ce pas ? Pour autant, c'est le lobby des nitrites, la FICT, qui a tout fait pour bloquer une loi, pour les interdire, parce que ça leur permet de garder un marché à deux vitesses. D'un côté, ces produits sans ces additifs, souvent plus chers, et vous voyez que je pèse chacun de mes mots. De l'autre côté, des produits avec ces additifs, souvent moins chers, parce que quand on a un budget limité, on n'a pas tellement le choix. Et après tout, c'est peut-être pas grave d'être confronté à un risque de santé plus important. C'est totalement inacceptable. Et donc, c'est pas une fatalité. Tout ce que je vous raconte, c'est mettre des faits sur ce système auquel on est confronté, qu'on nous impose, pour pouvoir d'autant plus mieux le dénoncer et donc le démonter. Qu'est-ce qui se passe par ailleurs entre ces deux bouts de la chaîne, je le disais, les agriculteurs, les consommateurs? Eh bien, il y a ceux qui se cachent vraiment pour qu'on ne parle jamais d'eux, et ce sont les géants de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution. Donc en fait, on va poser quelques chiffres pour bien se rendre compte. On a plus de 60% des achats alimentaires dans notre pays qui sont faits dans les supermarchés. Premier constat, c'est pas une fatalité. Ça déjà, ça limite le choix des gens. C'est quand même une politique aussi urbaine et de commerce qui fait qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas de petits commerces, ou en tout cas on nous oriente vers ça. Mais plus grave encore, les 5 plus grandes enseignes de la grande distribution contrôlent 80% de ce marché alimentaire dans les supermarchés. 80%. Par ailleurs, ils reçoivent des milliards d'aides directes et indirectes
par voie de niche fiscale, etc., sans aucune contrepartie, sans aucune contrainte de la qualité des produits que vous allez trouver dans les rayons et à quel prix. Donc c'est eux qui décident en toute impunité, en toute opacité, qu'est-ce que vous allez trouver dans les rayons des supermarchés et à quel prix. Total, quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte d'abord qu'il y a une opacité totale sur la construction des prix. On voit bien le prix final, on entend dire que les agriculteurs s'en sortent pas bien, et on entend une petite musique qui veut diviser pour mieux régner et qui veut nous faire croire que c'est parce que les consommateurs veulent des produits pas chers que les producteurs sont mal rémunérés. Vraiment ? Non, non. Les consommateurs et consommatrices, c'est des citoyens et des citoyennes qui veulent juste que leur droit d'accéder à une alimentation saine soit respecté. Et bien sûr qu'ils adoreraient que ça permette aussi de rémunérer bien les producteurs. Seulement au milieu, il y a la boîte noire des marges qui sont prises par les intermédiaires, donc les transformateurs, les marques et la grande distribution, et qui masque totalement la réalité des prix et des rémunérations sur les produits alimentaires que l'on trouve. Or, il se passe quoi quand on creuse ? Et c'est ce que Foodwatch a démontré aussi avec des alliés, et on continue à dénoncer ça. Il se passe qu'il y a une tendance fâcheuse à faire des marges plus importantes sur les produits frais, comme les fruits et légumes et les produits bio. Je dis bien une tendance parce que comme il n'y a pas d'information, voilà, on ne peut pas systématiser. Mais il y a plusieurs enquêtes qui ont montré ça, clairement. Et on l'a mis évidemment dans les sources des publications de Foodwatch et de nos alliés. Et par ailleurs, il y a une tendance à prétendre que les distributeurs, vous savez, vous les entendez, sont les alliés des consommateurs puisqu'ils vous proposent plein de produits pas chers. Mais des produits pas chers à quel coût ? Des produits pas chers à quel prix social, à quel prix de santé publique, à quel prix si ces produits pas chers ne correspondent pas aux recommandations de santé publique. Et au contraire, des produits pas chers sont trop souvent des produits qui ne devraient pas être consommés autant et qui ne laissent pas le choix aux gens qui ont un budget limité. Et là encore, quelques enquêtes sont inquiétantes et c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme, comme on dit. Par exemple, on a fait une enquête avec plusieurs associations sur 5000 promotions en supermarché et on a vu quoi ? Que sur ces 5000 promotions, les 2/3 des produits, 66%, correspondaient à des produits contraires aux recommandations de santé publique. Donc en fait, en laissant cette boîte noire, les distributeurs font ce qu'ils appellent une péréquation des marges. Donc ils choisissent sur quoi ils mettent des marges plus ou moins hautes, mais vous ne le savez pas. Et puis finalement, il y a des produits d'appel, mais qui ne sont pas très bons. Et puis il y en a d'autres qui devraient être accessibles à tous, mais qui sont rendus inaccessibles. C'est pour ça qu'on a une campagne en cours avec une grosse coalition de plus de 30 associations, dont Cancer Colère. Je suis très fière d'avoir Cancer Colère avec nous, parce que tout est lié en fait, qui réclame une loi d'urgence là pour imposer à la grande distribution qu'il y ait 100 produits recommandés pour la santé publique, donc qui correspondent aux recommandations officielles de santé publique du PNNS, le Programme National Nutrition Santé, à prix coûtant, dans les supermarchés, tout en assurant, bien sûr, la rémunération juste des agriculteurs, des agricultrices. Parce que ce que je veux, c'est réconcilier. Il n'est pas question de laisser faire cette stratégie de diviser pour mieux régner en opposant les producteurs et les consommateurs. Et surtout, en refusant de voir la responsabilité de cette industrie au milieu. Donc la petite musique qui consiste à essayer de remettre la responsabilité sur les individus, voire à les faire culpabiliser dans le cas des personnes confrontées à la précarité alimentaire, qui nous le disent, qui savent très bien ce qu'il faut manger pour la santé de leurs enfants, mais à qui on ne permet pas d'y accéder, c'est totalement scandaleux, et surtout, c'est pas une fatalité, on peut changer les choses. Sur le volet agricole, je dépeins juste ça rapidement et après vraiment je te passe la parole Fleur, mais pour montrer que tout est lié et pour aussi faire la transition sur le combat commun qui nous a fait nous rencontrer contre la loi du plomb. C'est pas mieux en fait sur le système agricole. Sur l'agriculture, on entend quoi ? Déjà on entend un double mensonge et on a besoin de faire une guerre culturelle ensemble. Chacun, vous pouvez contribuer à ça. Le double mensonge, c'est quoi ? On entend Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui est aussi, je le rappelle, la ministre de l'Agroalimentaire, nous raconter, et tout le gouvernement avec, et le sénateur Duplomb avec, que pour la question de souveraineté alimentaire, vraiment, c'est important d'aller encore plus loin dans la fuite en avant, de toujours utiliser plus de pesticides, de surtout pas avoir la contrainte des normes environnementales, qui est le vrai problème des agriculteurs. Ça, vraiment, c'est le vrai problème des agriculteurs. Et au contraire, pour notre souveraineté alimentaire, surtout dans le contexte géopolitique actuel, alors là, il faut vraiment produire plus et donc surtout mettre plus de pesticides et avoir plus encore le modèle d'agriculture intensive productiviste. Pardon ? Donc là, c'est très important aussi. C'est pas de la post-vérité, c'est du mensonge. Donc il faut aussi, à un moment donné, dire on ne laisse pas faire ça.
Donc la bonne nouvelle, c'est que la vraie définition de la souveraineté alimentaire, c'est génial, c'est une définition des Nations Unies de 2018, et c'est le droit des peuples à décider ce qu'ils mangent et comment ils le produisent. Incroyable. C'est la démocratie alimentaire dont on rêve, et c'est ça qu'on va défendre. Bon, mais c'est pas du tout ce qu'on nous impose aujourd'hui. Donc premier mensonge, ça n'est pas la vraie définition de la souveraineté alimentaire. Bon, maintenant on a compris, en fait ils veulent parler d'autonomie alimentaire. Mais là encore, mensonge. Parce que cette agriculture intensive, biberonnée aux pesticides de synthèse, en fait on importe la majorité des pesticides de synthèse et des engrais de synthèse qu'on utilise. À quel moment on est autonome ? J'ai pas compris. Surtout que là, avec l'augmentation des prix sur les engrais dont vous avez sûrement entendu parler dans le contexte géopolitique actuel, je vois pas vraiment en quoi ça va nous arranger, nous rendre autonomes ou rendre notre production agricole moins chère. Donc tout ça c'est faux et c'est fait pour nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative et que c'est vraiment que comme ça qu'on peut produire. Donc c'est évidemment faux et même à moyen terme, et le moyen terme n'intéresse pas beaucoup la minorité qui nous impose ça, même à moyen terme ça n'a aucun sens. Parce qu'il est largement documenté par les scientifiques que du coup cette production agricole et notamment les intrants toxiques chimiques abîment les sols, abîment les réserves en eau. D'ailleurs même dans le scandale des eaux minérales filtrées illégalement, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans les eaux souterraines censées être les plus pures puisque soi-disant minérales et donc qui ne devraient pas être filtrées? On a retrouvé des résidus de pesticides et de PFAS. Vous savez, c'est polluant éternel. Mais au lieu de se dire tiens on a peut-être un problème de système, certains, et notamment Nestlé et Source Alma, ont préféré faire des fraudes massives. On peut y revenir. Mais donc, même d'un point de vue moyen terme, continuer cette course en avant d'avoir recours à des intrants toxiques chimiques, c'est en fait se tirer une balle dans le pied par rapport à notre outil de production de demain, même si on veut le voir comme ça, sans parler même de biodiversité. Donc ça n'a aucun sens. Et ça arrange qui ? Ça arrange simplement une petite minorité qui aujourd'hui gagne beaucoup d'argent avec ce système. Et notamment, rappelons que le programme alimentaire, le programme agricole de la Commission européenne, vous connaissez la PAC. Donc en fait, c'est un système européen de subventions pour soutenir les systèmes agricoles dans les pays européens. C'est plus de 53 milliards d'euros en 2023. La France est le pays qui reçoit le plus avec 9 milliards d'euros. Eh bien, il faut savoir que 20% des agriculteurs en France mettent la main sur 50% de ces 9 milliards. Donc quand on voit les intérêts économiques, on comprend qu'il y a une petite minorité qui veut en fait bloquer parce qu'ils trouvent un intérêt à ça, y compris main dans la main avec le lobby des pesticides. Mais on doit pouvoir changer les choses en dénonçant du coup ces mensonges et en montrant qu'on peut faire autrement. Et le dernier mot sur ces mensonges et le cercle vicieux dans lequel on nous enferme, et tout ça je vous le raconte encore une fois pour vous armer de ces informations, de ces faits, de pouvoir alimenter ces débats et ne pas du coup accepter ce qu'on cherche à nous imposer. Le dernier mot là-dessus, c'est le cercle vicieux de la question de la concurrence déloyale. Parce que c'est ça qui a été le moteur aussi de justification fallacieux de la loi du plomb. Vous avez vu qu'on nous parle en ce moment de l'accord UE-Mercosur, donc l'accord de commerce entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. Ça fait des années que la société civile et même les agriculteurs, agricultrices se battent contre cet accord. La France l'a laissé passer. En fait, on va vous dire ce qui est vrai, que la France a voté non au vote récent des 27 États membres, mais en fait, la France et Emmanuel Macron, contrairement à leurs promesses, n'ont pas fait ce qu'ils étaient en mesure de faire depuis des années pour obtenir une minorité de blocage, c'est-à-dire avec les autres États membres, se dire non, on ne va pas l'adopter. Qu'est-ce que ça fait derrière ? Et en plus, je vous passe les détails, on peut en reparler après si vous le souhaitez, mais ils sont en train de mettre en place une mise en application provisoire de cet accord avant même le vote au Parlement européen. Donc encore un passage en force antidémocratique, comme d'ailleurs les omnibus, qui sont des passages en force antidémocratiques actuels, sous prétexte de simplifier les règles pour être plus compétitifs. Et en fait, en laissant passer ce genre d'accord de commerce, et il y en a d'autres avant, il y a eu le CETA avec le Canada, il y en aura d'autres après. Là, on parle de l'accord avec l'Australie. Qu'est-ce que ça fait ? En effet, ça expose les agriculteurs et agricultrices en France et en Europe à de la concurrence déloyale accrue. Puisque, en effet, on augmente les quotas d'importation de produits agricoles et animaux qui sont produits pas avec les mêmes normes. Et je le regrette du coup parce que ce qu'on voudrait, c'est harmoniser les normes par le haut et que dans les autres pays hors Europe, il y ait des normes plus protectrices. Mais en effet, il y a des dizaines de substances de pesticides qui sont utilisées dans ces pays qu'on n'utilise plus en Europe.
bien que les producteurs européens continuent à les produire, les exporter pour qu'on les utilise là-bas, du coup en exposant les producteurs là-bas et les populations, et en plus on les ramène dans nos assiettes sous forme de résidus. Mais oui, là-bas, le bétail peut encore être traité avec des antibiotiques activateurs de croissance, alors que c'est interdit chez nous. Donc en fait, accepter, laisser passer ces accords, c'est oui, laisser passer une concurrence déloyale accrue. Mais en fait, ça sert les intérêts toujours pareil, parce que chez nous, il y a aussi des multinationales qui en profitent pour exporter et gagner beaucoup d'argent de ce système. Et surtout, ça sert de prétexte après pour nous dire, eh bien écoutez, c'est quand même pas normal, donc on devrait réautoriser l'acétamipride et les pesticides interdits en France ou en Europe parce qu'ils sont autorisés ailleurs. On ne peut pas laisser les agriculteurs chez nous confrontés à cette concurrence déloyale. Donc ce sont des cercles vicieux dans lesquels on nous met, avec ce truc un peu des années 80, hein, c'est pourtant daté, mais manifestement ça marche. 2, il n'y a pas d'alternative. En anglais, there is no alternative. Eh bien si, nous sommes là, citoyennes, citoyens, associations, pour dire absolument, il y a des alternatives. Et d'ailleurs, on ne va pas vous laisser nous imposer ce système qui nous amène dans le mur sans rien dire. Notre colère qui est légitime parce que tout ça est révoltant, on va en faire des actions collectives et on mène des fronts et des coalitions de plus en plus larges et on va changer ce système. Voilà, alors comment Fleur, on va changer ce système? D'ici demain matin, je pense que ça va prendre 20 minutes encore, mais on va y arriver, quoi. Déjà, merci beaucoup, Karine. C'est édifiant d'entendre tout ça. Tu en parles hyper bien. Moi, je vais parler un petit peu différemment. Je remercie le collectif Cancer Colère parce qu'il y a du monde ce soir. Wouh! Et voilà, parce que moi, si je suis là aussi, c'est parce qu'il y a le collectif. Sinon, je ne serais pas là. Je ne peux pas faire tout ça toute seule. C'est impossible, je serais morte. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand on t'entend, Karine, on comprend bien un truc, c'est que c'est un système qui est organisé. C'est-à-dire que là, tu parlais du Mercosur, il y a des entreprises françaises qui ont des intérêts au Brésil, en Argentine. Donc eux, ils ont tout intérêt au Mercosur, c'est-à-dire qu'ils ont des usines là-bas, donc ils vont pouvoir importer sans droit de douane et encaisser de l'argent, pas payer d'impôts, enfin c'est génial. Donc en fait, il y a des gros industriels français qui ont, pour eux, c'est tout bénef en fait. Nous, on a compris un truc à Cancer Colère. Ça va être super chaud de parler que 20 minutes, donc est-ce que tu peux me... Il faut m'arrêter, moi. Sinon, je monte dans un train et j'y vais. Non, ce qu'on a compris avec le collectif ces derniers mois, c'est que quand on a entendu, on est allé voir des agriculteurs, on est allé voir des éleveurs, certains n'étaient pas d'accord avec eux, mais on a pu discuter, ce qui est intéressant. D'autres, on a beaucoup écouté ces personnes qui avaient plein de choses à raconter. Et quelques temps plus tard, ils étaient sur des blocages à cause pour protéger les troupeaux d'éleveurs de l'abattage total. La DNC, qui était touchée par la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. Je vais juste vous prendre cet exemple. La très grande majorité, plus de 90% des éleveurs en France, en bovins, ils ont moins de 100 bêtes. Ils connaissent les mamans et les grands-mères de toutes leurs vaches. Et quand il y a une bête malade de la DNC, le ministère de l'Agriculture, avec la FNSEA, ils ont décidé d'abattre toutes les bêtes, même les saines, quand il y avait une bête malade. Or, les vétérinaires européens avaient dit, en fait, il y a une autre façon, on isole la bête malade et on fait un suivi. Parfois, on l'euthanasie pour abréger cette souffrance, puis parfois, elle guérit. Non. Pourquoi il y a eu les abattages ? C'est pour protéger la notation de la France sur le marché bovin international. Sachant que les éleveurs indépendants, c'était eux qui étaient touchés. Ils font de l'élevage de plein air. Et eux, ils vendent leur viande aux Françaises et aux Français. Ils ne vendent pas la viande au Qatar ou à la Chine. Donc, tout ce qui s'est passé sur la DNC, ça a ravivé la colère agricole de manière très puissante. Et on a entendu des éleveurs parler de leurs troupeaux. On a été à la rencontre d'agriculteurs indépendants et d'éleveurs indépendants qui nous parlaient de leurs copains qui venaient de se faire buter tous leurs animaux. Et on a eu un moment très étrange. On avait les mêmes mots. On avait la colère, on avait le deuil, la détresse
le mépris, et on avait les mêmes mots que nous, ils ont les mêmes mots que nous, les malades, en fait. Ils disaient, mais on va crever, ils ont tué nos bêtes, on va crever. Et on s'est rendu compte que le gouvernement, il avait la même façon de traiter les épizooties, donc les épidémies animales, que l'épidémie de cancer. C'est-à-dire, ça n'existe pas, on invisibilise, on règle pas le problème, on fait disparaître le problème. Et ça a créé quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'on a discuté avec ces gens-là, parfois c'était pas évident, mais on a compris un truc, c'est qu'on avait les mêmes adversaires et qu'on avait la même colère, le même niveau de colère. Les malades et les agriculteurs et les éleveurs indépendants. Parce que nous, on a compris un truc, c'est qu'il y a les industriels de l'agriculture, les industriels de la chimie qui fonctionnent ensemble. Il y a l'agriculture indépendante, les éleveurs indépendants, qui sont en train de se faire détruire pour que les industriels puissent arriver à une situation hégémonique en France. Ils vont kidnapper notre alimentation. Et donc, ils font mourir l'agriculture et l'élevage indépendants. Et en parallèle d'un même mouvement, ils mettent 100% de la population à risque de maladies. Ils augmentent tous les risques de maladies chroniques. Ça va du cancer à l'endométriose, aux problèmes de fertilité, à l'obésité, aux maladies neurodégénératives, aux troubles du neurodéveloppement chez les enfants. Tout ça parce que ce sont des super utilisateurs de pesticides et qu'une bonne partie de leur production, après avoir tout empoisonné, ils l'exportent et la vendent au plus offrant sur le marché international. Quand on a compris ça, on est tombé du pommier, quoi. On s'est dit on a compris au fond de nous qu'on n'était pas ennemis, en fait, avec les agriculteurs, que les politiques arrêtaient pas de dire oui, mais les malades, mais vous faites porter le poids de la culpabilité aux agriculteurs. On était là, mais en fait, non. En fait, on raconte la même chose, en fait. Et là, tout d'un coup, on s'est regardé avec les agris, on a regardé le ministère de l'Agriculture, et on a dit, mais en fait, c'est vous le problème. C'est vous qui piétinez la santé publique. Et ça a été quand même une grande révélation aussi. Surtout après un parcours de chimiothérapie. Moi, là, je raconte mon parcours, mais je raconte aussi beaucoup de rencontres avec les malades, parce que ce qu'on raconte pas trop dans le cancer, c'est que Emmanuel Macron, il dit on guérit du cancer. Allez, on change de sujet. Mais non, en fait, c'est dans un parcours de soins de cancer, on rencontre plein de malades, plein d'autres personnes. Et quand on a des discussions, quand on voit des gens, quand on est, malgré nous, au contact d'histoires intimes de personnes, ça fait prendre conscience qu'il y a un gros problème avec le cancer. Et quand après, on découvre les chiffres de Santé publique France, oui, on comprend que moi, je m'attendais à être la patiente la plus jeune de l'hôpital. Bon, c'était raté. Et j'ai assisté à des scènes qui m'ont beaucoup marquée. Et ces moments, c'est assez fondateur aussi dans ma colère. C'est-à-dire que des jeunes femmes de 29 ans à qui on enlève les seins, l'utérus et les ovaires, ouais, c'est pas normal en fait. Quand on a 29 ans et qu'on est une jeune femme, on a autre chose à foutre de sa vie que de passer des années en traitement contre le cancer et de plus pouvoir faire d'enfants, d'avoir une vie complètement saccagée. Donc oui, et ça je vous parle que d'un exemple, et même des daronnes gitanes qui ont mal et à qui on dit pendant des années, mais non madame, prenez un Doliprane, c'est bon. Et puis un jour elles s'évanouissent et elles ont une tumeur qui a pris toute la place dans leur cerveau. Bon voilà. Et elle raconte ça, on dit le seul truc c'est que j'arrive encore à chanter, mais je chante moins bien qu'avant. C'est très violent en fait. Et toutes ces personnes qui ont des chimios à vie aussi. Je sais pas comment on fait, ou des enfants qui sont en traitement contre le cancer, parce que les enfants, ils n'ont pas de traitement adapté aux enfants. C'est que des traitements pour les adultes, parce qu'il n'y a pas encore assez d'enfants malades. Ça va bientôt venir à ce train-là. Et donc, ils utilisent des médicaments pour les adultes qui ne sont pas adaptés au corps en pleine croissance. Donc, ça détruit leur foie, leurs reins, leurs pieds, leurs mains, les extrémités. Et donc, y a des gamins qui, à 8 ans, sont suivis régulièrement par un néphrologue, un cardiologue, un neurologue. Ils font de la chirurgie orthopédique tous les ans, tous les 2 ans. Et alors, on va leur dire « Ah, tu sais, mon petit bonhomme, oui, mais on guérit du cancer maintenant. T'as vu, t'es content ?» Donc, c'est vrai que ces rencontres-là qui ont créé aussi cette colère, c'est que toutes les histoires de cancer, elles sont différentes, mais à un moment donné, c'est pas acceptable. C'est des vies, en fait. C'est des vies. Et
on a réalisé une chose, c'est que personne n'accepte de tomber malade pour sauver une filière agricole industrielle. Et cette base-là est inacceptable. Surtout qu'il faut bien comprendre un truc que moi j'ai mis du temps à piger, je ne savais pas, c'est que la loi exige que pour chaque pesticide qui soit autorisé sur le marché, il faut qu'on prouve qu'il est inoffensif pour la santé humaine et la biodiversité. Ça marche tellement bien que le 3 septembre dernier, il y a la Cour administrative d'appel de Paris qui a condamné l'État, pour la 2e fois, en disant vos protocoles d'autorisation de mise sur le marché des pesticides est complètement illégal, puisqu'en l'état des études scientifiques, il y a des gros dommages de santé publique et des gros dommages dont certains sont irréversibles sur la biodiversité et l'eau potable, qui sont causés par les pesticides. Donc on vous donne 6 mois au gouvernement pour nous fournir un calendrier et vous avez 2 ans pour changer tout votre protocole d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Il a fait appel de la décision. 1 semaine plus tard, le lobby des pesticides faisait pareil. Donc on en est là. Donc c'est un système politique. Ce sont des partis du centre, des droites et de l'extrême droite, de l'hypercentre, pardon, des droites et de l'extrême droite, qui protègent ces industriels. Ils ont décidé, sans problème de conscience, de protéger les industriels contre tous les intérêts de la population. Comme si eux, ils buvaient autre chose que de l'eau. Mais je ne comprends pas, en fait. C'est-à-dire que l'eau potable est un sujet éminemment... on peut être d'accord ou pas sur les pesticides. Personne n'ira boire un verre d'eau dans laquelle on a mis une goutte d'acétamipride. Personne fera ça. Et malheureusement, c'est ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que les eaux potables sont dans un sale état en France et partout dans les pays occidentaux. Et en janvier et en février dernier, le gouvernement d'hypercentre, les droites et l'extrême droite se sont organisés pour empêcher la protection des points de captage d'eau potable en France. Ils ont empêché le vote d'une loi permettant de protéger l'eau potable. On en arrive à un tel degré d'irresponsabilité, donc c'était la loi RAUX, R-A-U-X, le nom d'un député. Donc ils ont présenté tellement d'amendements qu'ils étaient tout contents de pouvoir dire à la tribune de l'Assemblée nationale « Mais attendez, les pesticides c'était des dangereux, on ne voterait pas pour. Hein. » Donc on en est là. Donc c'est pas du cynisme, on ne va pas qualifier leur acte, mais par contre c'est une organisation méthodique de protection des profits industriels contre tout l'intérêt général. Alors que quand on est représentant de la République, c'est la première phrase déontologique sur la charte de l'éthique, c'est on protège l'intérêt général en toutes circonstances avant tout intérêt privé. Ces personnes-là devraient être, si on était dans un système démocratique qui fonctionnait, on pourrait les destituer immédiatement. Pour nous, certains sénateurs auraient dû être convoqués par Gérard Larcher, président du Sénat, et mis à pied. Voilà, je ne citerai pas de nom, vous connaissez les noms. Et voilà, donc on est face à des gens qui sont peu nombreux, qui sont très puissants et qui fabriquent les lois. Donc nous, on s'est dit, ok, comment on fait pour guérir, au fait Parce que là, c'est pas fun. Il y en a qui, voilà, moi je sors du traitement de mon 2e cancer. Il y en a qui sont encore en traitement. Il y en a qui sont plus en traitement depuis quelques années. D'autres qui nous disent qu'ils sont pas encore en traitement. Et en fait, on s'est dit, mais là, on a besoin de mettre le pied dans la porte. On va arrêter d'invisibiliser le cancer parce que le cancer est politique, puisqu'il y a au moins 50% des cancers qui ont des causes environnementales ou professionnelles. Au moins, si ce n'est pas plus. Le nombre de malades du cancer a doublé depuis 1990. Donc 80% de malades ont moins de 50 ans. Est-ce que c'est normal ? Et quand on a ces chiffres qui sont publiés, est-ce que Santé publique France ou le gouvernement, on le sait depuis donc 1 an, est-ce qu'ils ont proposé un plan d'urgence sanitaire ? Rien. On a eu un mot, François Bayrou, en juillet dernier, qui a dit « Alors par contre, les malades du cancer, enfin les malades en affection longue durée, est-ce que vous pouvez être un peu responsable, s'il vous plaît, parce qu'il y a un trou dans la sécurité sociale, si vous ne le voyez pas là ?»
Donc c'est ça aussi, c'est notre solidarité collective, quand on voit les dommages de la santé publique. Moi, quand j'ai découvert l'ampleur du poids du cancer en France, c'est 27 milliards d'euros en 2023 pour une seule année pour traiter les personnes qui ont un cancer en France, sachant que beaucoup de gens ne se font pas soigner parce qu'ils n'ont pas les possibilités affectives, professionnelles, ils n'ont pas les ressources pour accepter d'être malades. Ils sont trop précaires. 27 milliards d'euros, ça augmente de 6,9% par an pour le cancer du sein. Et le cancer du sein, c'est 2% des dépenses totales de l'assurance maladie par an. Et c'est en augmentation donc de 6,9% par an. Je vous passe le cancer du pancréas qui est en pleine explosion, surtout chez les jeunes, mauvais pronostic, c'est super. Donc, il y a un moment où on se dit, il y a tout ça, il y a la Cour des comptes qui fait des rapports d'alerte, le prix des médicaments anticancéreux augmente de 20% par an, sans aucun contrôle des pouvoirs publics. Et là, on découvre qu'une partie des multinationales qui fabriquent des pesticides fabriquent aussi des traitements contre le cancer. Donc, ces industriels sont subventionnés par notre solidarité collective qu'on appelle les impôts, dans un monde, une société où plus on est riche, moins on paye d'impôts. Enfin, on n'en paye pas du tout d'ailleurs même. Et donc, on subventionne ces industriels de la chimie, de l'agriculture, qui nous empoisonnent. Et une fois qu'on tombe malade, certains industriels gagnent encore plus d'argent, puisque quand on prend conscience, quand on est en chimiothérapie sur son fauteuil, et qu'on se rend compte que notre corps malade produit de l'argent, de la rentabilité, ça fait bizarre. Donc on est dans une situation qui est en plein conflit d'intérêts, on a un vrai problème là-dessus, et que personne s'y attaque au niveau des pouvoirs publics. C'est-à-dire que le gouvernement n'a aucune démarche de données réelles sur les cancers en France. Ce sont des estimations. Il n'y a pas, les données sur les cancers pédiatriques sont fausses, selon les collectifs de parents d'enfants malades du cancer, selon beaucoup d'équipes d'oncologie pédiatrique qui sont saturés d'enfants malades. Parfois, ils sont obligés de les transférer dans d'autres hôpitaux. C'est une situation qui est intenable. Donc, personne ne fait rien au niveau des pouvoirs publics pour contrer les causes environnementales des maladies de manière générale. Donc, on ne va pas se laisser faire. Parce que quand on a envie de guérir, globalement, on ne va pas attendre de retomber malade, quoi. Et que la colère, ce sentiment d'impuissance qui ronge, qui se transforme en colère, mais quand on est en colère tout seul, ça fait très mal au ventre, ça fait des insomnies, ça fait... c'est pas très... Ça fait pas forcément du bien, c'est un passage. Et tout d'un coup, on se rencontre avec des gens qui sont là, et on discute. Et là, on crée Cancer Colère, et on se dit, mais on va se montrer, puisqu'on veut nous dire, si t'es malade, sois gentil, cache-toi et tais-toi, et plus on va nous dire ça, plus on va se montrer en fait. Parce que plus on va montrer qu'on est malade, plus on va montrer qu'il y a des malades, que ça existe, d'être malade du cancer, et que c'est pas une honte, en fait on retrouve notre puissance. C'est pas parce qu'on est malade du cancer que... On n'a pas d'idée... Même mon micro il en a marre. Ouais, c'est bon. On n'a pas d'idée politique et qu'on n'a pas une colère et qu'on n'est pas capable de mettre des mots, qu'on n'est pas capable de s'unir, de réunir nos colères et d'avoir une exigence en tant que citoyenne et citoyen. Donc, nous on est là parce qu'on a des adversaires qui sont le mur politique dont on vous parlait, qui sont clairement les partis politiques de l'hypercentre, des droites et de l'extrême droite, clairement, qui soutiennent à 100% les pesticides au niveau français et européen. Donc, on estime qu'ils sont irresponsables. Donc, il faut qu'on mette les pieds dans la porte. On s'est dit qu'on ne va pas les laisser enterrer la prévention des cancers en France sans rien dire. Donc, on organisera un enterrement en juillet, une fois qu'ils auront passé toutes les lois agricoles, les dernières là, qui veulent faire passer. Mais on s'est dit, tiens, il y a plus de 2 millions de Françaises et de Français qui ont signé la pétition contre la loi du plomb. Mais si on imagine que chacune de ces personnes, d'ici 1 an, d'ici les présidentielles, parce que c'est ça qui leur fait peur, en fait, aux politiciens. Nous, on n'est pas obsédés par les élections, mais eux, ils sont obsédés par les élections. Si chaque personne qui a signé la pétition
passe une journée à lutter contre les pesticides d'ici 1 an. Ça fait 2 millions de journées. C'est pas mal quand même, 2 millions de journées. Il y a quoi peser dans la balance. Donc on s'est dit, en fait, on va s'outiller. On va s'informer les uns les autres, les unes les autres, et on va s'outiller. T'as 1 heure, t'envoies un mail à ton maire, tu vas lui demander pour quelle sénatrice, sénateur il va voter, ou elle va voter. Parce que les sénateurs, le Sénat, c'est quand même le vivier des lois les plus réac et les plus pro-industrielles de l'agriculture et de la chimie. On peut envoyer un mail aux députés, aux sénateurs, en parlant de l'eau potable, en parlant de comment on respecte la loi sur les autorisations des pesticides, quelle est leur position sur les pesticides, qui vont voter pour la loi du plomb 2, sur les lois d'urgence agricole, et puis sur quelle est leur position sur le Mercosur, comment ils protègent les écoles et les enfants des épandages de pesticides dans les vignobles, dans les champs. Si tu as 1 heure, tu peux imprimer des tracts sur le site cancercolère.org. Tu les imprimes, ils sont en noir et blanc, il y a le moins d'encre possible sur les tracts. Paf, tu les glisses dans la boîte aux lettres de tes potes, enfin de tes voisins. Tu les mets au boulot. Tu les colles dans la bibliothèque. Il y a des panneaux d'affichage dans les mairies. Paf, voilà, t'as fait le taf. T'achètes bio, au moins les fruits et les légumes, parce que l'épicerie, parfois c'est effectivement plus cher, mais les fruits et légumes, c'est pas, c'est meilleur. Et puis on peut aller dans les fermes aussi, on peut aller dans des réseaux, des circuits courts, bio. Et on soutient l'agriculture bio qui est en train d'être détruite par la ministre de l'Agriculture. Donc ça, c'est un acte politique, acheter ses fruits et légumes bio. T'as 1 heure, tu vas à la bibliothèque ou en librairie et tu vas lire un bouquin sur les modèles agricoles. Tu lis le bouquin de Karine ou tu vas sur le site de la Confédération paysanne et tu regardes des vidéos. Et on s'intéresse un peu au modèle agricole parce que voilà, où on va sur Terre de Liens, où on va lire un peu La Relève et la Peste, c'est pas mal. Il y a aussi Bon Pote, il y a aussi Blast, il y a plein de médias indépendants qui racontent plein de trucs intéressants, il y a Reporter. Et si tu as une demi-journée ou une journée, en fait, tu as des potes, des gens autour de toi, tu rejoins une mobilisation de la Confédération paysanne. Ou alors, tu vas tracter pour cancer colère, devant un hôpital, sur un marché, devant la mairie. Et alors, on va sortir bientôt. Enfin, bientôt, quand je dis bientôt, moi, c'est 2 mois. Hein. J'ai un drôle de bientôt, moi. C'est le kit Wawa. On va produire un kit pour tous les chiottes de France. Est-ce que c'est un peu un endroit intéressant pour s'informer? Donc, il y aura des informations sur cancer colère et sur les pesticides avec un QR code. Et voilà, comme ça, on fait découvrir la problématique des pesticides et comment on politise la maladie. Donc, qui sera disponible sans doute en mai sur notre site. Donc, c'est le kit Wawa à coller dans tous les chiottes de France. Et c'est, voilà. Et en plus, s'il est décollé, on recolle. Voilà, c'était ma première mission cancer colère et c'est assez génial. Juste besoin d'un rouleau de scotch et d'une imprimante qui fait du A3, quoi. Bon, c'est un peu chiant ça, mais au boulot, on peut y arriver. Après, tu as un peu de thunes. 2 euros, 100 balles, 5000 balles. Tu vas soutenir Cancer Colère, tu vas soutenir Foodwatch. 2 euros, c'est super. D'autres collectifs de parents d'enfants malades du cancer. Tu vas soutenir des médias indépendants. Tu as un peu plus de thunes, tu vas soutenir Terre de Liens pour racheter des terres agricoles et les soutirer aux industriels. Pour acheter des terres, des fermes, etc. Tu croises un élu, un candidat qui est en campagne, tu l'interpelles. C'est normal. En fait, c'est pas nos papas, c'est pas nos patrons, c'est nos représentants. Ils ont des comptes à nous rendre, c'est dans leur fiche de poste. Hein. Donc, on leur demande, c'est quoi leur position sur la santé publique par rapport aux pesticides et à la violence chimique. C'est quoi en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dessus? La protection de l'eau potable, la santé des enfants. Et puis, ça, c'est un message pour tout le monde. Quand il y aura des blocages paysans, on y va, tous. On les rejoint. On réfléchit plus, on tournicote plus, on y va ensemble, quoi. Les paysans, on peut plus les laisser tout seuls. Et les paysannes non plus. On y va, tous ensemble. Et en plus, ils ont des bons trucs à bouffer sur les blocages. Et ça change tout. Donc on a besoin de courage. Parce qu'en face de nous, ils sont très lâches. C'est très lâche ce qu'ils font. Ils refusent le débat. Ils se cachent derrière leur micro à l'Assemblée nationale. Ils sont tout seuls sur les plateaux télé pour parler de la souveraineté alimentaire qui nous défonce, qui nous empoisonne. Ils ont la lâcheté. Nous, on a du courage. Et ensemble, on en a encore plus. Donc c'est ça, en fait. Nous, on a du courage et on va se battre
contre leur lâcheté. Et on va y arriver, ça va être, c'est dur, mais 2 millions de journées en un an. C'est un truc de fou, c'est possible en fait. Donc voilà. Ouh. Non, merci beaucoup Fleur, et puis surtout je sais exactement pourquoi je t'ai proposé de venir partager ce moment avec moi et avec tout le monde, et c'est génial parce que ça fait écho et qu'on a besoin de se donner du courage, de la force, puis surtout moi ça fait quand même, voilà, je le disais, ça fait des années que je milite, et puis là avec l'équipe de Foodwatch infatigable, mais on le voit bien en fait, d'un côté la coalition de la société civile elle s'élargit, c'est une bonne chose, mais on voit quoi? On voit des médecins, on voit des scientifiques se mettre en rébellion, on voit des malades qui doivent devenir activistes alors qu'ils ont autre chose à faire. Et donc c'est quand même le signe que ça va beaucoup trop loin aussi. Et cette visibilité, quand tu racontes que c'est aussi une lutte contre l'invisibilisation des gens du coup qui sont rendus malades alors que c'est pas une fatalité et que une grande partie en fait de ces maladies auraient pu être prévenues par des politiques qui sont à portée de main, eh bien c'est totalement scandaleux, mais merci parce que ça rend les choses encore plus tangibles, et puis surtout on est là, on va pas se lâcher, et encore une fois moi j'aime bien le triptyque en ce moment, dire on peut vraiment résister, réconcilier, réinventer. Résister, c'est quoi? Résister, c'est tout ce que tu as décrit, et aussi voilà, avec des coalitions comme contre la loi du plomb, avec Foodwatch quand on est une petite équipe certes, mais enfin on porte plainte et dans le scandale des pizzas Buitoni de Nestlé et dans le scandale des eaux filtrées illégalement où on a refusé une transaction financière et on a reporté plainte, et bonne nouvelle, on a bien fait parce que l'enquête judiciaire est en cours, et là où une partie de l'équipe a bossé jour et nuit pendant des semaines pour porter plainte dans le scandale des laits infantiles contaminés, et en accompagnant des familles totalement désemparées parce qu'on les met aussi dans une situation impossible quand on ne sait plus quel lait on peut acheter pour son enfant. Toutes ces situations sont intenables, mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut résister pour les faire changer ensemble. 2 millions de signatures, c'est pas rien. Oui, on sait. Vous avez raison de poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire du coup que ce soit passé quand même en force? Comme on le dit, mais pour qui se prennent-ils en plus de nous faire venir une loi du plomb numéro 2, comme s'il n'y avait pas des millions de citoyens qui se sont exprimés, comme s'il n'y avait pas des scientifiques qui ont largement démontré qu'il ne fallait surtout pas faire ça, et comme s'il n'y avait pas d'alternative, mais on peut résister. Réconcilier, c'est aussi ce que tu disais, ce que je disais, on le dit chacune avec nos mots, mais bien sûr qu'il ne faut pas opposer agriculteurs, paysans et consommateurs, citoyens. En fait, on ne laisse pas le choix ni aux uns ni aux autres. Cette petite minorité, ce système ne laisse le choix ni aux uns ni aux autres. Quels agriculteurs ont le choix vers une transition vers l'agroécologie? Mais aucun, en fait. Non, on reçoit, je me permets de t'interrompre, Karine. On a reçu des milliers de mails depuis mai dernier à Cancer Colère. Et ce sur quoi Duplon, Genevard, Rousseau comptaient, c'était sur le fait que les agriculteurs allaient se mettre face à nous en disant vous passerez pas, quoi. En fait, ils allaient nous opposer aux agriculteurs. Ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché, et on a reçu un nombre dingue de messages d'agriculteurs, d'agricultrices, de viticulteurs, viticultrices, ou de leurs enfants qui nous racontent ce que font les pesticides, qui nous racontent qu'ils rêvent de passer en agroécologie, mais que le banquier refuse de leur prêter de l'argent parce qu'ils sont déjà au taquet de l'endettement, qui ne gagnent pas assez d'argent. Et il y en a qui nous disent bah ouais, en fait, j'ai tué ma femme avec les pesticides, ou j'ai tué mon fils, et tous les jours je dois me lever le matin et utiliser des pesticides, j'en peux plus. Et il y a des gens, il y a une détresse scandaleuse. Et quand on entend Agnès Genevard ou Laurent Duplon qui disent « je défends les agriculteurs », quand Arnaud Grousseau, qui est président d'un groupe qui fait 7,9 milliards d'euros de profit, dit « je suis agriculteur sur les plateaux télé », est-ce qu'il pense à ces gens-là? Et il y a quand même une réalité de la colère en France. Moi, ma colère, elle est mais pitchoun, quoi. En France, il y a des gens qui sont dans des niveaux de colère ahurissants. Et nous, c'est ce qu'on essaye de dire au pouvoir public. C'est que nous, on est calme ici. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on leur dit. Moi, c'est vraiment ce que je leur dis quand on va avec l'équipe Foodwatch et des alliés dans les ministères. On leur dit prenez les mesures qu'on est en train de vous dire qu'il faut prendre maintenant et que vous pouvez prendre et que vous devez prendre. Parce que si vous les prenez pas, vous ne prenez pas du tout la mesure de la colère qui est en train de monter, de ce qui va se passer. Nous, là, on vous propose des mesures d'urgence non violentes qui sont de votre responsabilité. Vous feriez bien de les prendre, en fait.
Et donc, pour revenir aux ces agriculteurs, et merci pour ces témoignages, c'est pour ça que c'est hyper riche en fait et complémentaire. C'est que, en fait, quand on demande aux agriculteurs, c'est quoi vos mesures prioritaires? Parce que là, on nous vend, le Premier ministre, du coup, nous fait passer une loi d'urgence agricole. Oh, génial! On va répondre aux urgences des agriculteurs. Mais ça veut dire qu'on va enfin leur assurer une rémunération juste. Et leur proposer une transition vers l'agroécologie, bien sûr, avec des complexités. Mettons tous les acteurs autour de la table, ça prendra le temps que ça prendra, mais on sait qu'on peut y aller, on sait qu'on peut nourrir la population avec de l'agroécologie. Mais pas du tout. La fameuse loi d'urgence agricole, c'est pour aller encore plus vite dans le mur. Et le tout de façon non démocratique. Donc ça, en fait, c'est pas OK. Et d'ailleurs, on est dans une librairie, donc j'en profite pour aussi vous recommander d'autres lectures que moi j'ai trouvées passionnantes, notamment Champ de bataille d'Inès Léraud, vous savez, la lanceuse d'alerte, journaliste d'investigation qui avait déjà travaillé sur les algues vertes, qui là a fait du coup une revue dessinée sur le remembrement. J'ai vraiment appris des milliers de choses et c'est là d'une violence, on comprend en fait d'où ça vient. Et aussi le livre Silence dans les champs de Nicolas Legendre, qui a du coup récolté des dizaines de témoignages d'agriculteurs, agricultrices en Bretagne. Voilà. Et en fait, c'est édifiant parce qu'on se rend compte de quoi? On se rend compte que, non content d'imposer ce système, il y a une espèce de domination, d'une sorte de baronnie, en fait, des gros agriculteurs, notamment chefs-lieux de la FNSEA. Et puis, en gros, les agriculteurs qui n'ont pas le choix, c'est ceux à qui on a forcé à dire « prends un crédit pour t'agrandir, sinon tu vas pas survivre ». Et puis, par ailleurs, soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Donc, fais attention à ce que tu dis. Et fais attention à ce que tu votes, etc. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait toute une partie des agriculteurs, agricultrices qui sont totalement pris au piège, à qui on n'offre aucune alternative, et en plus à qui on dit à eux aussi de la fermer, alors que c'est les premières victimes de ce système. Donc effectivement, on peut faire des alliances, c'est le réconcilier et le réinventer. Moi, j'ai essayé humblement dans la troisième partie, du coup, dégrainer, et comme tu viens de le faire, Fleur, et c'était hyper inspirant, 1000 façons en fait. Il y a 1001 façons de se mobiliser. Moi, le message principal que je veux vous faire passer, c'est citoyens, citoyennes, on a plus de pouvoir que ce qu'on veut nous faire croire. Et cette colère, on peut évidemment en faire quelque chose. Moi, c'est mon mécanisme de survie depuis 20 ans, c'est d'être dans l'action. C'est très bon pour la santé mentale, et surtout de se mettre en travers de la route et de dire, vous vous prenez pour qui? On ne va pas vous laisser faire sans rien dire. On vous voit, on va dénoncer, et puis on va tout faire pour faire changer les choses. Mais du coup, il y a plein de façons. Et c'est aussi à l'échelle individuelle. Là, il y a eu des élections récemment, il y en aura d'autres. C'est aussi une façon de mettre les bonnes personnes qui vont appuyer sur les bons boutons pour prendre les décisions. Et plein de façons de se regrouper. Autour de la démocratie alimentaire, vendredi, j'étais à Montpellier et j'étais de nouveau avec les personnes qui sont à la caisse d'alimentation de Montpellier, qui est une expérimentation, comme il y en a des dizaines en France aujourd'hui, de sécurité sociale de l'alimentation. Là aussi, qui recrée du lien social, de la dignité, de la démocratie, du lien entre mangeurs, mangeuses, comme ils disent, et producteurs, productrices. Et il y en a plein d'autres des exemples. Donc surtout, reprenez ce pouvoir, s'il vous plaît. Oui, en soutenant des associations, des médias indépendants, mais aussi à l'échelle locale. Il y a tout ce qui existe déjà, dont on n'a pas connaissance, et il y a tout ce qu'il reste à inventer. Et je sais qu'on a l'intelligence collective et qu'on peut défendre d'autres façons de faire. C'est à portée de main. Et donc, c'est vraiment une invitation, allons-y, quoi. Et du coup, je te laisse rebondir, Fleur, et peut-être après, n'hésitez pas, parce qu'on a aussi envie que ce soit un échange. Du coup, si vous avez des questions, des témoignages, ce que vous voulez, mais on est vraiment là pour échanger aussi avec vous juste après. Et vraiment, du fond du cœur, merci encore, Fleur, de partager ce moment avec nous. C'est trop bien d'être là. Et je voulais juste dire un dernier mot, parce que c'est ce qu'on s'est dit à notre dernier AG, Cancer Colère. On s'est dit, mais en fait, voter, etc., ok, en fait, c'est important, ça appartient à chacun, chacune. Par contre, ce qui est important, c'est pour les gens qui se présentent. C'est hyper important, les élections, pour eux en tout cas. Ils ont hyper envie d'être réélus. Et donc, tout le monde va se mettre en mouvement à partir de septembre, voire même de cet été, pour la campagne. Donc, les députés, les sénateurs, les ministres, d'autres candidats de partout, on va pas les lâcher, en fait. On va transformer leur campagne en cauchemar avec nos petits bras de chimio, là, tout de poulet, là. Mais on va... on ne peut pas être tout seul, on a besoin de votre aide, mais les interpeller, leur demander qu'est-ce qu'ils envisagent pour la santé. Donc nous, on va leur demander de s'engager sur des mesures. Et s'ils ne s'engagent pas, s'ils ne nous répondent pas, on publiera aussi leur non-engagement et leur silence. Et on pourra savoir qui soutient l'intérêt général et qui ne le soutient pas. Parce que c'est très important, c'est qu'en fait, la santé publique, c'est peu importe pour qui on vote, à un moment donné,
Il faut qu'on se mette d'accord avec notre voisin parce qu'on boit la même eau potable. Donc nous à Cancer Scolaire, on a fait des réunions de travail où à la fin de la réunion de travail, il y a des gens qui sont venus me voir et disaient mais Fleur, merci parce que bon, on vote pas pareil et ça avance quand même, on est dans la même direction. Et moi j'étais comment ça, on vote pas pareil? Ça me semblait évident quoi en fait, mais c'est dingue parce que non, quand on défend, c'est génial de découvrir les gens sur ce qui nous rassemble. Et après, on va se prendre la tête sur des trucs qui nous opposent. Mais déjà, on est capable de se parler sur ce qui nous réunit. Donc, l'eau potable, la biodiversité, notre santé, la santé des gamins. Si ça ne peut pas nous réunir, c'est que ça ne marchera pas en fait. Mais c'est pour ça que ça va marcher. Et que interpeller les partis politiques sur la santé publique, c'est les afficher, c'est un sérum de vérité. Parce qu'il y a des partis comme l'extrême droite qui soutiennent à 100% les industriels. Et donc on va les afficher sur leurs réelles intentions d'être proches et dans l'intérêt des Françaises et des Français. C'est un sérum de vérité, la santé publique. Déjà, ça va nous rassembler et on va les afficher, ces gens-là. Et ça, c'est important parce qu'ils ont un discours de mensonges, de faux semblants. Ce ne sont pas les seuls, puisqu'on a compris qu'il y avait un mouvement vers l'extrême droite. Donc on va aussi, via la santé publique, à notre échelle, et avec votre aide, peut-être, j'espère, participer à remettre du factuel dans cette campagne présidentielle. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on a envie de vivre, en fait. On a envie de vivre, on en a marre de la colère, on en a marre d'être angoissé, on en a marre de flipper quand on boit un verre d'eau ou quand on mange une pomme chez un pote, on se dit bio et pas bio, putain. Voilà, on en a marre de ça en fait. On en a marre de voir les agriculteurs qui sont de plus en plus émaciés là, mais c'est pas possible, c'est pas une vie. Déjà le monde est quand même assez merdique, mais là c'est pas possible. Donc voilà, bon, je vais pas, mais on va être leur pire cauchemar à notre niveau et ça va être un sacré bon moment quoi. Hein? Et je veux juste redonner un exemple sur... je reprends ça une seconde, mais c'est hyper important parce qu'on nous pose souvent la question de dire ok, il y a eu 2 millions de signatures pour la pétition contre la loi du plomb, y compris beaucoup de gens qui n'avaient jamais signé de pétition, qui ne s'étaient jamais engagés sous une forme ou sous une autre, et qui du coup reviennent un peu en arrière et disent vous voyez bien, ça sert à rien. Ok, je comprends le sentiment. Déjà, moi je vous dis, les jours où je doute, et il y a des jours où je doute, je me dis toujours, et avec l'équipe c'est pareil, on se dit toujours, on va quand même pas les laisser faire sans rien dire, quoi. On va pas faire ce cadeau-là. Et surtout, on le voit bien, que en fait c'est ce climat d'opacité là et d'impunité qu'on peut casser, et qu'il faut casser. Ils jouent à pas vu, pas pris. Donc en fait, si nous on dit rien et qu'on part du principe que de toute façon on pourra rien y faire, ils vont aller toujours encore plus loin. C'est ce qu'on a vu dans les scandales alimentaires, hein, parce que quand même toutes les plaintes qu'on a posées, ça casse le climat d'impunité, parce que d'abord ça fait du bruit quand on le fait et on explique en quoi c'est totalement incroyable que quand on s'appelle Nestlé ou Lactalis, on se croit au-dessus des lois. Bah non, il en est pas question. Donc ça écorne quand même leur côté je peux faire ce que je veux, je suis au-dessus des lois. Et puis après on attend, alors c'est long, mais on attend le temps de la justice, mais la justice est au travail et on espère bien qu'il y aura des sanctions dissuasives. Mais pour revenir sur les 2 millions de signatures, il y a une différence parce que nous on entend dans les ministères et les gens qui sont dans l'administration. D'abord, il y a beaucoup de gens dans les administrations, dans les ministères, dans les parlements qui veulent défendre l'intérêt général aussi. C'est pas une généralité qu'on est en train de faire, justement. Pourquoi moi je suis optimiste ? Parce que c'est une petite minorité qui s'accroche au pouvoir. Mais en fait, il y a plein de gens qui, comme nous, veulent défendre l'intérêt général. Et en fait, avec cette histoire de pétition, on a entendu que, quand même, ils peuvent pas faire comme s'ils l'ont pas vu passer. Ça veut dire que le coup d'après, ça limite quand même des choses. Mais surtout, on a commencé à casser ce climat d'impunité quand on regarde un peu ce qui s'est passé avec notre alliance. Parce qu'il y a eu l'alliance des associations un peu habituelles contre les pesticides, et puis qui s'est élargie avec Cancer Scolaire et avec d'autres. Et puis tout d'un coup, il y a eu aussi l'alliance avec une association comme On est prêt, qui a la possibilité de toucher on appelle, vous savez, les influenceurs, les créateurs et créatrices de contenu, qui touchent des milliers de gens. Et ben on a fait passer des messages, on a mobilisé, on a donné des noms de députés. Ils se sont répartis en fait les députés en disant à leur communauté taguez tel et tel député. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire en un temps record, parce que à chaque fois ils font des passages antidémocratiques en allant en accéléré pour que justement on n'ait pas le temps de se mobiliser. C'est mal nous connaître. On a quand même réussi à faire changer des votes,
Parce qu'il y a des députés bien intentionnés qui sont perdus. Et c'est aussi des stratégies de lobby que je vous décris dans le bouquin, qui sont la stratégie de création du doute, la stratégie de diviser pour mieux régner, avec des exemples concrets. Donc là, il y a des gens qui sont perdus. Donc quand on a fait la mobilisation et qu'on a redit « Attendez, vous n'allez pas signer pour ce truc, on vous réexplique », ça a fait changer des votes. Mais il y a aussi, et ça paraît anodin, mais moi je vois quand même avec un peu d'expérience la différence que ça crée et il faut s'appuyer là-dessus, ça a obligé des responsables politiques comme Gabriel Attal et Agnès Pannier-Runacher, qui avaient tendance, comme tous les autres, à jouer à pas vu pas pris et à surtout pas rendre de compte sur leur vote, ça les a obligés à rendre des comptes publiquement sur leur vote sur les réseaux sociaux. Alors ils ont voté pour, j'en suis du coup navré, mais surtout pour leur réputation. Ils ont un peu regretté, je pense. Mais du coup, ils ont été obligés de rendre des comptes. Parce que ce qu'on a dit collectivement, c'est non seulement qu'on a mobilisé les députés, mais qu'on a dit on va publier la liste de qui a voté quoi. Et vous aurez des comptes à rendre vis-à-vis de vos électeurs et de vos électrices. Donc ce que disait Fleur... Ils aiment pas, hein. Ce que disait Fleur, vous avez 1 heure, écrivez à votre maire, à votre député, votre sénateur, sénatrice, aussi au niveau local, pas que au niveau parisien, etc. Ça a du poids. Et en fait, si on reste silencieux, ils en profitent pour avancer, du coup, sans avoir de compte à rendre. Donc oui, on a du pouvoir, oui, on a des comptes à demander. Et c'est un droit en fait. C'est ça. Déjà, c'est un droit constitutionnel d'avoir un environnement sain et respectueux de notre santé. Donc on est juste en train de réclamer l'application de nos droits. C'est pas un caprice. Et par ailleurs, demander des comptes à des représentants, c'est normal. Ça fait partie de leur fiche de poste. Donc tout ce qu'on demande, l'application de la loi, qui nous rende des comptes, de faire respecter nos droits, c'est absolument légitime, totalement. On n'a même pas besoin de désobéir. À part si on affiche dans les toilettes des trucs, parfois c'est pas autorisé. Mais bon, c'est pas grave ça. Ça va. Mais je veux dire, on en est à ce point-là. Donc c'est un... Et alors, en recommandation, bouquin, parce que je vois qu'il y a des gens qui prennent des notes, il y a Pesticides, un colonialisme chimique de Larissa Mies-Bombardi. C'est un tout petit bouquin, et ça explique la problématique du colonialisme chimique et des industriels des pesticides. C'est saisissant. C'est-à-dire qu'après, on dit « Ok, c'est bon, j'ai compris ». Et ça, c'est ce qui se passe au Brésil, tout précisément. Et cette autrice parle d'infanticide systémique. Avec les pesticides, elle vit désormais en Europe, dans un lieu caché. Voilà, c'est pour vous dire. Mais c'est un bouquin extraordinaire. Et si vous avez... Oui, merci. C'est trop bien. Arrêtez-nous, hein, parce que sinon, on a envie d'échanger. On a envie d'échanger avec vous. Si vous avez envie, si vous avez des questions, des commentaires, des témoignages, ce que vous voulez, on est là pour ça aussi. Je sais pas si il y a un micro, pardon, qui... Non. Ok. Juste par rapport au positionnement de la FNSEA, par rapport à vos actions, parce que c'est pas très clair quand même. Leur posture, je défends les agriculteurs, mais quand même pas complètement contre les intrants. Ouais, très bien. Question très claire sur la FNSEA. J'y reviens. Je vous propose qu'on en prenne 3-4, et puis comme ça, après, on peut réagir toutes les deux. Oui, bonjour. Bonsoir. D'abord, premièrement, un commentaire. Ça me ramène furieusement aux années SIDA. J'ai passé 20 ans de ma vie dans la lutte contre le sida et votre colère. J'ai vraiment une sorte de bac dans le futur. Et vous avez raison d'être en colère. Je ne suis pas d'accord avec tous mes arguments. On pourra en discuter bien sûr. Et évidemment, quand on est très en colère et très concerné, qu'on exagère sur certaines choses, ou on rate certaines alliances, notamment, je pense. Et d'où ma question. J'avais un autre petit commentaire avant ma question, c'était sur tout ce qui s'était passé à Porto Alegre, le Forum social mondial, au Brésil, justement, où il y avait une mobilisation internationale, y compris des Canadiens, des Algériens, etc., tout ça, c'était en là, avec des ateliers passionnants qui abordaient toutes ces questions, au Brésil en plus. Donc, j'enchaîne sur ma question. Quels sont vos rapports? Car avez-vous établi, je parle de votre association, hein, un lien de collaboration au sens noble du terme avec le monde de la recherche médicale? Parce qu'il y a des gens qui se dévouent. Et vous avez raison, il y a dans le ministère énormément de gens qui se battent. Moi, je me souviens d'une alliance secrète pendant 5 ans avec Acteur, alors que j'étais moi-même au ministère.
à la division SIDA et que j'ai fait des dying avec acteurs, etc. Et j'étais très très proche d'Act Up et notamment d'un président et ensuite de la présidente, et on montait des coups ensemble, moi en sous-marin, et pas que moi, parce que je suis là. Mais on était plusieurs à la division SIDA à être aussi militants, et dans certains cas plus, parce que certaines grosses associations de défense des malades au sens large, là c'était là, était quand même, le problème, si vous voulez, c'est quand on monte. Dès qu'on monte dans les hiérarchies, dans les pouvoirs établis, etc., on perd en contact avec la substantifique moi du militantisme et de l'engagement. Et donc, il y avait des associatifs dans les postes haut classés qui étaient beaucoup moins engagés que certaines personnes, que beaucoup de personnes dans ce ministère de la Santé publique. Merci. On peut aussi, alors pour le coup, pour ces grands échanges, on peut aussi continuer à boire des coups après. Non, mais avec grand plaisir. Les témoignages sont très importants. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir, poser une question ou apporter autre chose ? Est-ce qu'on remplit notre mission un peu d'essayer de transformer cette colère avec vous et de vous proposer des façons de changer les choses ? Ouf. Parce que ça nous nourrit aussi. Hein. Je ne vous cache pas qu'on a besoin de se dire, allez, ça marche. Est-ce que... Non ? Pas d'autres réactions pour le moment ? Bon, mais des questions faciles hein, sur la FNSEA et tes liens avec la recherche. Alors, la FNSEA. En fait, c'est ce que je disais. Moi, je demande qu'une chose et qui prouve le contraire. Mais aujourd'hui, les positions de la FNSEA, on rappelle, comme le disait Fleur, que le président de la FNSEA, c'est pas un paysan, quoi. C'est un des plus gros leaders de l'industrie agroalimentaire qui gagne beaucoup d'argent avec une agriculture et une industrie agroalimentaire tournée essentiellement vers l'exportation. Donc c'est pas ça qui va répondre à notre besoin de souveraineté alimentaire et encore moins de démocratie alimentaire. Et de fait, dans les faits, dans les votes, dans ce qu'ils défendent, une course en avant vers une agriculture productiviste, intensive, biberonnée aux pesticides de synthèse. C'est tout ce qu'on voit dans les positions. Et du coup, quand on voit aussi la colère et qui est organisée, parfois on se dit nous aussi on devrait prendre des tracteurs parce que ça a l'air bien efficace quand même pour se faire entendre du gouvernement. Quand ils organisent une colère et qu'ils prétendent, du coup, parce que c'est quand même leur discours dominant, que la vraie colère des agriculteurs, c'est à cause des normes environnementales, oui, au service de qui et au détriment de qui ? Parce que bien évidemment que c'est faux. Bien évidemment que c'est faux. Et bien évidemment que collectivement, on a toutes et tous envie et un intérêt partagé de trouver un équilibre, et là encore de réconcilier une production agricole durable et la protection de nos ressources et de notre environnement et de notre biodiversité. Donc en fait, c'est un discours qui est, la plupart du temps, un discours orienté pour défendre une version de cette agriculture qui est en fait une version biaisée, parce que je rappelle que 20% des agriculteurs en France mettent la main sur 50% des 9 milliards de la PAC. Et que tant que cette PAC, elle ne sera pas conditionnée à de l'agroécologie, à une meilleure protection des impacts de santé publique et environnementaux, eh bien, elle sera aux mains de cette petite minorité qui a un intérêt à un système qui est par ailleurs au détriment de la majorité. Donc, encore une fois, moi, je suis très ouverte. J'adorerais me tromper et que des décisions de la FNSEA aillent vers une transition. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est encore plus sévère du côté souvent de la coordination rurale qui a des positions encore plus arrêtées. Voilà. Donc moi, je suis pas partisane. Je me fiche de tel ou tel syndicat. Ce que je regarde, c'est les positions, ce qu'ils défendent. Et défendent-ils l'intérêt général ou non ? Et là, de façon globale, non, ça n'est pas le cas. Donc ça, c'est un problème. Et juste un mot sur l'Europe, parce que j'ai aussi mentionné l'omnibus tout à l'heure. Je ne sais pas qui a entendu parler d'omnibus. Ok. Parce que rappelons quand même la bonne nouvelle encore. Hein. Pourquoi on dit, mais c'est pas une fatalité tout ça ? Pardon Fleur, j'élabore juste là-dessus. Pourquoi on dit c'est pas une fatalité tout ça ? Une partie des solutions, c'est d'appliquer la loi, y compris la réglementation européenne. Quand on dit Foodwatch, on a porté plainte dans les scandales alimentaires, ça veut bien dire qu'on s'est appuyé sur le fait qu'on estime qu'il y a des infractions à la loi, qui sont largement documentées. Sur même les contaminants, il y a une réglementation européenne qui dit normalement qu'il est interdit de commercialiser des produits potentiellement dangereux pour la santé. Bon, peut-être qu'on pourrait regarder d'un peu plus près qu'est-ce que ça veut dire, y compris en appliquant le principe de précaution. Donc, commençons par appliquer la loi. Et quand je critique l'omnibus, qui est donc cette espèce de paquet législatif qui passe de façon assez non démocratique par ailleurs, là aussi en mode urgence, comme s'il y avait urgence, pour
essayer de prétexter qu'il faut simplifier les normes parce que c'est ça le vrai problème de tout le monde, y compris des agriculteurs, et qui veulent en fait nous défoncer les réglementations sur les pesticides, sur les additifs, sur comment contrôler les fraudes alimentaires, etc. Ça va pas du tout. Mais ça veut pas dire qu'il faut moins d'Europe, parce que des gens, là aussi, sautent sur un raccourci en disant faut sortir de l'Europe. Alors surtout pas. En fait, nous, ce qu'on défend, c'est une meilleure Europe. C'est plus d'Europe. C'est une Europe qui ne regarde pas que le sujet du marché intérieur ou des accords de libre-échange sous le prisme du commerce. C'est une Europe qui est plus sociale, plus démocrate, plus protectrice. Voilà. Donc, ça aussi, on peut le changer. Et il y a déjà des réglementations européennes. Si on arrive à faire en sorte qu'ils ne nous les démantèlent pas, ce qui est quand même la tentative du moment, on peut aussi juste s'appuyer là-dessus pour les faire advenir. Il y a des trous dans la raquette, c'est pour ça qu'on demande des renforcements des réglementations. Mais enfin, cette Europe, elle existe déjà. Elle n'est pas si mauvaise sur le papier, surtout sur l'alimentation, avec un règlement qui s'appelle le 178 de 2002, qui en fait a été élaboré après le scandale de la vache folle, justement. Et si on commençait par le mettre en œuvre et mettre au pied du mur, non seulement les multinationales qui se croient au-dessus des lois, mais les États qui trop souvent ne se donnent pas les moyens, sont complaisants, voire dans certains cas sont complices, on s'en sortirait mieux. Donc c'était, pardon, du coup j'ai brodé sur la FNSEA, mais enfin du coup vous avez compris ce que j'en pensais, quoi. Après, il y a donc des gens qui disent que l'accélération du calendrier législatif sur tous les produits chimiques n'est pas complètement étrangère à ce qui s'est passé en France l'année dernière. C'est-à-dire que cette colère citoyenne a fait accélérer un processus législatif. Il faut savoir que dans le PAC Omnibus, il y a une loi qui a donc il y a des recours auprès de la Cour européenne de justice parce qu'en fait, ils n'ont absolument pas respecté le processus démocratique comme la loi du plomb. Et donc, on sait que la FNSEA fait partie des lobbies européens importants. Et ça permet l'autorisation illimitée des pesticides déjà autorisés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un pesticide est autorisé, on ne peut plus l'enlever. Je sais pas, malgré des nouvelles études scientifiques qui prouveraient que je sais pas quoi. Donc, on est dans un autoritarisme et dans une loi qui est en train de se constituer pour qu'on n'ait plus de consentement. On puisse plus consentir à quoi que ce soit et qu'il n'y ait plus d'alternatives, alors qu'elles existent un peu partout. Du coup, je voulais revenir sur tellement de trucs, tac. Alors, ce qui est intéressant avec la FNSEA, c'est qu'il y a plein de petites failles. Ça ne veut pas dire qu'il reste très, très puissant. Mais il y a un problème. La loi du plomb, il y avait 3 volets. L'augmentation de la taille des fermes-usines, qui ne concerne que les super éleveurs, c'est-à-dire que les industriels. Ça concernait aucun éleveur indépendant. Ça ne concernait que les industriels. Ça permettait de passer de 40 000 à 85 000 têtes de volailles. Donc voilà, un indépendant, il n'a pas ça. Les méga-bassines, un indépendant n'a pas l'argent pour faire une méga-bassine. Et l'acétamipride, c'était pour les betteraviers pour produire de l'éthanol, qui est un biocarburant. Ce n'était pas pour la souveraineté alimentaire. Tout ça, ce sont des industriels. Et on nous expliquait que c'était pour sauver l'agriculture française. Donc quand on regarde le détail, c'est tellement affligeant qu'effectivement, il faut bac plus 15 en agriculture pour comprendre, quoi. Mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça, mais tout est manipulé. L'information est complètement manipulée. Mais dans la dernière colère paysanne, et agricole, il y a des confusions politiques. On a entendu sur les réseaux, et on l'a entendu de nos propres oreilles, des agriculteurs avec le bonnet de la coordination rurale qui disaient que la meilleure personnalité politique qui les défendait, c'est Manon Meunier, qui est députée LFI. C'est la seule qui connaît les dossiers agricoles. Et elle est LFI, et eux, ils avaient leur bonnet de la coordination rurale. Donc c'est assez bizarre. Ils ont même organisé dans 2 endroits en France, la FNSEA a organisé des réunions avec la Confédération paysanne et la coordination rurale pour régler les problèmes de la DNC et parler des problèmes de revenus. Ils n'ont même pas appelé la FNSEA nationale, ce qui n'était jamais arrivé. Et ils perdent du terrain. Alors évidemment, malheureusement, au profit de d'autres. Mais en fait, il y a une confusion politique. C'est intéressant, parce qu'ils ne savent plus comment. Voilà. Donc on est aussi dans un moment où ça se crispe. D'où l'accélération du calendrier législatif. Pour vous répondre sur la recherche, on a rencontré des gens de l'INSERM, du CNRS, et qui... on a rencontré des gens du GISCOP, on a rencontré plein de gens de différents milieux. On rencontre aussi des collectifs qui sont très pointus, comme le CSVPO, le collectif
en soutien des victimes des pesticides de l'Ouest qui accompagne des malades des pesticides pour faire reconnaître leur maladie officiellement auprès de l'agence gouvernementale. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de lien entre maladie et pesticides, pourquoi il y a une agence gouvernementale qui indemnise les personnes qui sont victimes des pesticides? Donc voilà, tout ça est complètement dingue. Le COADEP aussi, le collectif en soutien aux ouvriers victimes du chlordécone aux Antilles. Donc on a rencontré plein de gens et au travers de ces collectifs aussi, des chercheurs. Et en fait, ils saluent notre existence, comme ils saluent l'existence d'autres collectifs, parce qu'ils disent qu'effectivement, nous, on s'empare d'une parole citoyenne que eux ne peuvent pas avoir. Il n'empêche que certains nous ont dit le cancer est une épidémie, mais c'est mal vu dans les milieux scientifiques de prononcer le mot épidémie quand on est scientifique. Mais ils sont très heureux que nous, on en parle, sachant que The Lancet et Nature, qui sont les 2 plus grandes revues scientifiques, ont parlé d'épidémie de cancer depuis 2023. Donc c'est pas... Voilà. On n'invente pas ce terme. Et donc on a des retours, et on est même invité la semaine prochaine à un colloque scientifique, pesticides et maladies à Montpellier. Et on est invité, plusieurs membres du collectif, local et national, parce qu'ils ont envie de savoir comment faire. Et la dernière chose, c'est que même des scientifiques qui sont embêtés sur notre parole sur les multinationales qui fabriquent à la fois des pesticides et à la fois des traitements contre le cancer, ça fait des mois qu'on leur parle, et ils commencent à se dire, effectivement, on a raison. Effectivement, il y a un problème économique. Eux, ils avaient leur casquette scientifique. Et surtout, depuis que le glyphosate est utilisé par l'armée d'Israël comme arme de guerre, forcément, voilà, c'est balancé sur les populations en Cisjordanie, à Gaza, dans le sud du Liban, il me semble. Donc voilà, c'est une arme de guerre, le glyphosate. Donc effectivement, on se rend compte quand même, l'industrie de la chimie vient de l'industrie de la guerre et a recyclé tout bêtement ces gaz toxiques dans l'agriculture. Donc ce ne sont pas des gens qui respectent les agriculteurs, clairement. Et je sais pas, on en parlera après, mais je sais pas ce que vous vouliez dire par que vous étiez pas d'accord avec certaines choses, mais on en parlera après. Mais ça me titille quand même de savoir. Merci Fleur. Et ouais. Répondre, je pense que c'est la vertu, c'est à la fois l'énorme qualité et malheureusement le défaut aussi des personnes dont je suis d'une autre façon très engagée. C'est-à-dire que on peut pousser la radicalité certaines fois, ce qui permet d'avoir un drive, un vrai moteur, et un peu tirer, par exemple, écoutez. On en parlera après, mais en tout cas, non, mais en fait, c'est pas un sujet. On va pas faire le débat maintenant. Mais par contre, en fait, c'est les scientifiques qui sont dans des grandes agences publiques. Ils nous envoient des chiffres et ils nous disent même parfois qu'on est timide. Donc voilà. Oui. Chance à dire avant, vraiment importante, ça donne du cœur. C'est une phrase qui a conduit ma vie. C'est pas de moi, c'est de Guillaume d'Orange. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Merci. Et du coup, merci beaucoup à Fleur. Alors, avant de conclure, et pour être sur une note aussi de plein de façons de résister, j'aimerais inviter Hélène, si tu veux bien, qui nous fait le plaisir d'être là. Alors, pourquoi j'ai invité Hélène ? Parce que, en fait, moi, je pense que on a plein de façons de résister, mais on a aussi besoin de se donner du baume au cœur, et que j'adore les artivistes. Les artivistes, c'est-à-dire que je me suis toujours dit, il n'y a pas assez d'artistes engagés et ça nous manque et franchement, ça nous aiderait. Et là, il y a toute une génération d'artivistes que je trouve absolument brillants, inspirants, passionnants. Donc, Hélène est comédienne et chanteuse. Ouais, tu veux bien faire ça ? Et voilà, et je vous invite, j'en ai listé quelques-uns dans le bouquin, mais je vous invite vraiment à aller voir sur les réseaux sociaux pour ceux qui ont envie, mais... Il y a Minuit 12, il y a Le Bruit qui court, il y a plein d'organisations comme ça qui font plein de belles choses. Et j'avais envie qu'on finisse sur une note en musique, si tu veux bien, Hélène, à toi. Merci. Bonsoir. Cette chanson, elle est née de l'amour, de l'éloge et de la confiance qu'on m'a prêté. Alors même que j'y croyais peut-être pas moi-même, voilà, où d'autres humaines et humains comme moi m'ont dit vas-y et m'ont fait confiance. Et je crois que vraiment faire l'éloge des autres et
et s'encourager, se donner du courage, balayer la méfiance parfois, comme on entendait tout à l'heure, permet de faire des grandes choses ensemble, mais aussi individuellement, de mettre la passion parfois au service de la mission et de l'utile. Elle s'appelle Orage. Mais qu'il gronde cet orage, celui qui nous rassemble, pour qu'à notre réveil, on voit comme on se ressemble. Ouais, j'ai peur donc je lutte, face au vent des lobbies, face à tout ce déni. Cette hypocrisie me bute. Un tonnerre dans ma tête, une tempête de pensées, embrouillée de peut-être, suis-je prête à lutter? Je veux donner tout mon être pour le monde d'après. Pas question de les laisser plus longtemps ravager. En moi, cette rage au milieu de l'orage, mon ami, on ira jusqu'au bout. Vois en nous cette rage au milieu de l'orage, mes amis, on ira jusqu'au bout. Ne plus baisser les yeux, attendre et condamner. Je dois tenir tête à ceux qui pourraient tout changer. Dans nos failles, dans nos peurs, dans nos joies, nos bonheurs, c'est ce doute qu'on combat, toi et moi, où il y a notre maison qui brûle. Est-il encore temps? Pour choisir mon futur, je dois élire mon présent. C'est de plus en plus dur, les conséquences m'effraient, mais il y a une chose dont je suis sûre, qui me permet de me relever. C'est voir en nous ce courage au milieu de l'orage. Quand je vois tous vos visages, je sais qu'on ira jusqu'au bout. Elle est là, notre rage au milieu de l'orage. Mes amis, on ira jusqu'au bout, c'est tout. Merci pour votre écoute. Merci pour l'invitation. Son nom d'artiste est Coquelicot avec un K. N'hésitez pas à suivre. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'adore, ça me transporte, ça me met plein d'espoir. Merci beaucoup Hélène. Merci Fleur. Merci à vous toutes et vous tous. On l'a compris, le chemin est encore long, mais on est dessus. On est sur notre chemin, on est au bon endroit et surtout on est ensemble. Donc on continue. Merci beaucoup.